Salam salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football, surtout après ce genre de trêve. Les gars, c'était une trêve incroyable. Les matchs amicaux qu'on a eu, les derniers matchs de qualification pour les zones Europe, CONCACAF, Asie, etc. Les gars, on a eu des matchs incroyables. En termes de football, on s'est régalé. Et même en termes d'émotion, il y a eu des moments épiques. Je pense par exemple à la Norvège face à l'Italie où tu as Haaland qui t'explique qu'à 1-1, quand il n'avait pas encore marqué de but, il n'était pas encore dans son match, qu'il y avait Mancini, un bon Italien qui lui touchait les fesses. Il dit il a commencé à me toucher les fesses. Je me suis demandé ce qu'il faisait. Je me suis un peu énervé. Je lui dis merci pour la motivation. J'y vais à fond. Haaland a mis un doublé dans ce match-là et c'était juste fou en fait. C'était pas la seule belle histoire. Tu as aussi Mpassi, le gardien de la RDC, qui, lors de la finale des playoffs face au Nigeria, a dit qu'il a demandé à son coach des sabres de mettre Timothy Fayulu, qui est rentré à la 120e minute et qui a fait des séances de tirs au but incroyables. Je pense qu'il a sorti peut-être 2 tirs au but. Donc, incroyable cette histoire-là en termes de collectif, en termes d'esprit d'équipe, les gars. La RDC mérite. On va revenir sur ça. Mais aussi, Écosse-Danemark. C'était pour moi le meilleur match là en fait de ces qualifications pour la zone Europe, pour cette trêve là. En fait, les autres, j'ai pas beaucoup regardé les matchs, mais vraiment en fait c'était un match où il y avait que des bangers. Il y avait 4 buts pour l'Écosse, mais les 3 c'était des bangers. C'était juste une folie. Et tu as Robertson qui était très émotif, qui t'a dit qu'il a beaucoup pensé à Diogo Jota parce qu'ils avaient parlé de ce que ça signifiait, de ce que ça représentait de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et vraiment les gars, c'était incroyable. Mais on va essayer de revenir un tout petit peu sur les équipes qualifiées, les gars. Comme vous le savez, c'est une première. C'est une Coupe du Monde à 48 équipes. Donc, c'est normal que ce soit la Coupe du Monde des premières. Quand on voit cette liste-là, les gars, déjà, on avait l'habitude de voir 32 équipes, avant peut-être 24. Et là, on a 42 équipes déjà qualifiées. Il reste 6 équipes à définir après les barrages. Il y a 4 équipes qui seront là après les barrages de la zone Europe et 2 équipes après le barrage intercontinental. Donc, on voit pas mal d'équipes qui sont là pour la première fois. Et il y a même Curaçao qui énerve les Italiens. Hein. Il y a la presse italienne qui s'énerve parce qu'il y a Curaçao, le plus petit pays en termes d'habitants qui va jouer la Coupe du Monde. Ils vont battre le record de l'Islande. Il y a Haïti qui a failli battre ça, mais Curaçao s'est qualifié. Et tu as la presse italienne qui dit pourquoi Curaçao se qualifie directement alors que nous, on ne peut pas. Tu as même Gattuso, avant le match face à la Norvège, où Haaland mettait ce doublé-là, qui dit à notre époque, le meilleur deuxième se qualifiait directement. Est-ce que vous vous rendez compte ? Il commence par dire ouais, le record de 6 victoires, parce qu'avant le match là, ils avaient 6 victoires, mais n'empêche, il fallait gagner 9-0 face à la Norvège pour se qualifier, ce qui était limite impossible. Donc il dit en 90 et 94, il y avait 2 équipes africaines. Maintenant, il y en a 8. Est-ce que vous vous rendez compte ? On passe à 48 équipes. L'Europe qui avait 13 équipes en 2022 passe à 16 équipes. Et ils trouvent quand même le temps de se plaindre parce que c'est compliqué pour l'Italie. Est-ce que vous vous rendez compte ? 90-94, il y avait 24 équipes. Comment tu vas comparer une Coupe du Monde à 24 équipes à une Coupe du Monde à 48 équipes ? Et si l'Italie ne se qualifie pas, les gars, l'Italie ne peut en vouloir qu'à elle-même. Regardez, la zone Europe, tu as 12 équipes directement qualifiées après les matchs de qualification des groupes. Des équipes qui sont habituées pour la plupart, mais tu as aussi l'Autriche, la Norvège et l'Écosse. Première qualification de ces 3 équipes-là depuis, je pense, 1998. C'est juste incroyable. Et je vous ai parlé tout à l'heure de Haaland, de l'Écosse-Danemark, mais on va revenir un peu sur ça. Donc, 12 équipes qualifiées. Ils ont 16 équipes qualifiées, logiquement, mais tu as 12 équipes directement qualifiées. Il reste encore 4 équipes. Je vais vous expliquer comment ils calculent les 4 équipes. Vous allez voir pourquoi l'Italie, ils ne peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes, au fait. On a là les barrages de la zone Europe. Et pour ces barrages-là, il y a 12 équipes qui sont là en haut, les 3 premiers chapeaux. C'est 12 équipes qui ont terminé 2e de leur groupe de qualification. C'est-à-dire les 12 équipes que je viens de vous montrer là de la zone Europe, qui sont qualifiées directement étaient premières. Et les 12 équipes là, qui sont dans les 3 premiers chapeaux, 2e. Maintenant, pour avoir 16 équipes pour pouvoir faire les barrages, la FIFA a décidé d'amener ces 4 équipes là. Sous quels critères ? Simple, la FIFA a privilégié la National League. Peut-être que CR7 avait raison. Donc la FIFA a dit, pour accompagner les 12 équipes qui ont terminé 2e, on va prendre
les équipes qui étaient premiers de leur groupe en National League, les gars, compétition amicale, première de leur groupe en National League 2024-2025, mais qui n'ont pas pu être premiers ou deuxièmes dans ces phases de qualification-là pour la Coupe du Monde. Et c'est ces équipes-là qui vont accompagner les 12 équipes deuxièmes de leur groupe. Donc, l'Italie n'a pas pu être premier en 2024-2025 pour la National League dans son groupe. L'Italie n'a pas pu être premier aussi ici pour les phases de qualification pour la Coupe du Monde. Donc, ça fait que l'Italie ne peut en vouloir qu'à elle-même. Et ce qui les fait, moi, je pense que ce qui leur fait un peu plus mal, c'est pas seulement le fait de savoir qu'ils sont deuxièmes, mais le fait de savoir qu'il leur reste encore 2 matchs avant de se qualifier. Et sur ces 2 matchs-là, les gars, il y a l'Irlande du Nord. Et juste ça, pour moi, ils ont le seum. Parce que l'Irlande du Nord, les 4 fois où l'Italie rate les qualifications à la Coupe du Monde, les 2 fois, c'est à cause de l'Irlande du Nord. En 2021, ils ne passent pas les qualifications pour la Coupe du Monde. L'Italie ne joue pas la Coupe du Monde 2022 à cause de l'Irlande du Nord. En 58, ils ne font pas la Coupe du Monde aussi parce qu'en 57, ils étaient éliminés aussi par l'Irlande du Nord. Donc, l'Irlande du Nord en barrage au mois de mars. Je comprends mieux pourquoi Gattuso est énervé. Je pense personnellement que l'Europe, ils sont assez privilégiés. Ils ont 16 équipes qui vont se qualifier. Il n'y a pas d'autre continent qui a 16 équipes. L'Afrique est le seul continent où tu as 9 équipes directement qualifiées, potentiellement 10 avec la RDC, avec le barrage intercontinental. Et c'est limite à cause de l'Europe qu'on a cette règle-là. Du fait que les chapeaux pour la Coupe du Monde, 2 équipes du même continent ne peuvent pas être dans le même groupe, sauf pour la zone UEFA, c'est-à-dire la zone Europe. Parce qu'ils sont 16. Ils sont 16. C'est compliqué de ne pas vouloir 2 équipes du même continent pour tous les continents s'il y a un continent à 16 équipes. C'est pour ça que la règle ne s'applique pas pour eux. En tout cas, en 2022, c'était ça. Et je pense que ça sera pareil en 2026. Donc, ouais, Gattuso n'a qu'à aller pleurer ailleurs. Et ça, c'était pour vraiment la zone Europe. Pour la zone CONCACAF, Amérique du Nord, Amérique centrale et les Caraïbes, on a 6 équipes directement qualifiées, potentiellement 8 si possible, parce qu'il y a la Jamaïque et le Suriname qui sont directement qualifiés pour les barrages. On les voit ici, la Jamaïque et le Suriname. Ils vont affronter la Jamaïque, la Nouvelle-Calédonie, et le Suriname va affronter la Bolivie. Puis pour savoir qui va affronter en finale les autres barragistes. Donc là, pas mal d'équipes qui sont habituées à la Coupe du Monde. Je pense aux États-Unis, je pense au Mexique. Panama, je pense que ça doit être leur 2e participation après 2018, si je ne me trompe pas. Haïti, ça doit être leur 2e participation après 1974. Comme la RDC qui était qualifiée la dernière fois en 1974, j'espère que la RDC va suivre la même trajectoire et se qualifier pour les barrages. Ce sera une très belle histoire. Curaçao, j'en parlais tout à l'heure, plus petit pays en termes de population à participer à une Coupe du Monde, 150 000 habitants. L'histoire, elle est juste belle. Je pense qu'ils sont pas loin du Pays-Bas, quelque chose comme ça, quand j'ai vu sur la carte. Et très sérieusement, les gars, incroyable. Maintenant, pour le Canada, je pense que ça doit être leur 3e qualification pour une Coupe du Monde. Pour la zone Amérique du Sud, 6 équipes directement qualifiées. Donc, pas mal d'équipes qui ont l'habitude, encore une fois, de la compétition. Colombie qui n'était pas là en 2022. Ils sont de retour. Voilà, en fait, c'est un peu ça, je pense. Sinon, pour la zone Amérique du Sud, il y a la Bolivie qui a terminé 7e des groupes de qualification pour la Coupe du Monde. Et eux, ils sont aussi dans le barrage ici, intercontinental. Donc, ils vont affronter le Suriname, je vous ai montré tout à l'heure. Après, on a pour l'Afrique, j'en parlais tout à l'heure, 9 équipes directement qualifiées, potentiellement une 10e avec la RDC. Je vous disais il y a quelques semaines, il y a quelques mois peut-être aussi, que c'est la première fois qu'on a le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. C'est une première, c'est la Coupe du Monde des premières. Et incroyable aussi, hein. On va assister pour moi à une Coupe du Monde incroyable avec toutes ces équipes-là. Mais il y a une question qui me taraude et je vais vous poser ça vers la fin. La Nouvelle-Zélande, seule équipe de l'Océanie, très normale. C'est une zone où il n'y a pas forcément beaucoup de qualifiés. En 2022, la Nouvelle-Zélande, après les matchs de qualification, était sortie potentiellement parce qu'en 2022, il y avait une potentielle place. Et après, ils n'ont pas pu terminer les barrages, donc ils ne sont pas qualifiés. C'est la première participation de la Nouvelle-Zélande depuis 2010, une 3e aussi pour une Coupe du Monde. Mais là, ils sont passés de 9 équipes en 2022 à 11 équipes
en 2026 là, pour la Coupe du Monde. Et potentiellement une équipe en barrage, la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande qui a gagné les matchs de qualification et directement qualifié. La Nouvelle-Calédonie, je vous ai montré tout de suite, on la voit ici, hein, côté barrage intercontinental. Pour la zone Asie, on a pas mal d'équipes qui ont l'habitude de la Coupe du Monde, hein, comme le Japon, la Corée du Sud. Le Qatar, ils ont organisé en 2022, c'est pour ça qu'ils étaient qualifiés d'office. Et là, c'est leur deuxième participation à une Coupe du Monde, donc quand c'est élargi, tu as un peu plus de chance. Mais c'est une première pour l'Ouzbékistan et Jordanie aussi, c'est une première, je pense, pour eux. L'Iran, c'est pas une première. Donc, ils ont aussi une équipe dans les barrages, c'est l'Irak. Et l'Irak est ici. Avec la RDC, ils ont un meilleur classement FIFA. C'est pour ça qu'ils sont directement qualifiés pour la finale. Ils attendent les vainqueurs d'ici, des équipes qui ont un moins bon classement FIFA. Donc après la zone Asie, voilà, c'est tout. En fait, on a les barrages ici. Et je vais vous parler tout à l'heure des matchs qui m'ont vraiment émerveillé. Je vais vous parler de ce Norvège-Italie-là. C'était juste incroyable. Quand on voit l'équipe de la Norvège, les gars, avec Haaland, quand on voit l'équipe de la Norvège avec Sorloth, avec des joueurs comme Nusa, qui est juste incroyable. Quand on voit cette équipe avec Ryerson, Adjer, au fait, on se rend même pas compte qu'il y avait Oscar Bob sur le banc. Et surtout, genre qu'il n'y avait pas Odegaard. Il n'y avait pas Odegaard. Et si je ne me trompe pas, dans ces qualifications-là, la Norvège, Erling Haaland, c'est le meilleur buteur, si je ne me trompe pas. C'est le meilleur buteur. Classement dans les statistiques, c'est le meilleur buteur Erling Haaland avec 16 buts. Odegaard, meilleur passeur. Incroyable. Il est sur une saison juste folle actuellement, Haaland. Et ceux qui pensent que ouais, c'est une saison où Haaland est en feu et à flamme, c'est compliqué parce qu'il y a la Coupe du Monde, ils vont rien avoir, les gars. Avec 48 équipes, je m'attends à des surprises et à des dingueries. Parce que cette équipe-là, déjà que je vois, elle est très solide. Plus solide que pas mal d'équipes qu'on a vues récemment à la Coupe du Monde. Dans ces phases de qualification, déjà, ils peuvent encore avoir une équipe à la Coupe du Monde qui est dans cette zone Europe-là. Et il y a des équipes où ils vont bien se régaler pour moi personnellement. Je vais vous parler aussi d'Écosse-Danemark. Écosse-Danemark, les gars, c'était un match incroyable. Bendo qui démarre ici, bon pas à gauche, il a démarré à droite, qui fait une passe incroyable pour McTominay pour le premier but. Il y a eu 4 buts et 3 bangers. Ce but-là était magnifique, mais bon, juste après, tu as l'égalisation de Højlund sur un penalty causé par Robertson. Donc Robertson, beaucoup d'émotions, mais il a failli faire mouche parce que si vraiment le match était resté sur ça, il allait vraiment s'en vouloir. Et après, tu as vraiment le but de Shankland. Et le but là est venu après le tournant du match. Parce que pour moi, le deuxième carton jaune de Christensen sur cette faute-là, sur McGinn, c'était ça vraiment le tournant du match. En fait, j'ai pas voulu mettre beaucoup de captures parce que la vidéo allait être beaucoup trop longue alors que c'est presque déjà le week-end. Je voulais parler vraiment de ces matchs-là avant les matchs du week-end. Donc, tu as Tierney aussi. Bon, après, il y a eu l'égalisation de Dorgu, même à 10. Donc, il y avait un second ballon dans la surface mal négociée. Donc, Dorgu, le joueur de Manchester United, qui te met ce but. Donc, c'est une belle équipe, hein, Danemark, parce que tu as des Dorgu, des Christensen, des Højbjerg, des Højlund. Vraiment, c'est une équipe incroyable. Schmeichel aussi, qui est là-bas. Mais bon, la moyenne d'âge est de 27 ans. Bon, c'est pas mal parce que de l'autre côté, quand même, c'est pire. Hein. Presque 30 ans, la moyenne d'âge côté Écosse. Quand même. Mais anyway, je parlais des buts. Et vraiment, genre, ça, c'était un but de Shankland sur corner. Pas trop ça, mais le troisième but, le but de Tierney à la 93e minute, alors qu'ils faisaient tout Écosse pour vraiment mettre ce but-là, pour se qualifier. Ils avaient besoin que d'un seul but. Et vraiment, cet enroulé-là de Tierney à l'entrée de la surface, après un bon second ballon, incroyable. Et juste après aussi, quand Danemark, ils étaient en all-out attack, ils faisaient tout pour mettre ce but-là. Tu as McLean à la 98e qui gagne ce ballon-là au milieu de terrain parce qu'ils étaient un peu pressés, les Danois. Et ils tentent parce qu'ils pensaient, je pense que voilà, en fait, l'arbitre allait siffler. C'était presque la fin du temps additionnel. Et les gars, il te met un banger. Du milieu de terrain, le gardien était un peu sorti et il le lobe. Donc 3 bangers. Ce match-là était incroyable. Allez voir les résumés après la vidéo-là. Il en vaut le détour, ce match-là. Donc, je disais que c'est la Coupe du Monde des premières. On a pas mal d'équipes qui sont là pour la première fois. Je parlais de Curaçao. Haïti aussi. Haïti, vraiment, les gars, Haïti, ils méritent. Haïti, c'est la première équipe peut-être de l'histoire de la Coupe du Monde qui se qualifie sans jouer un seul match chez eux.
Tu as le coach qui te dit carrément qu'il n'a jamais été là-bas. Avec tout ce qui se passe quand même, c'est compréhensible. Ils ne peuvent pas jouer de match là-bas, mais l'histoire, elle est juste belle, au fait. C'est une équipe qui a pu battre le Nicaragua. Et c'est une équipe pas mal, hein, une équipe dirigée par Bellegarde de Wolverhampton. Et il y a beaucoup de joueurs que je n'ai pas vus, qui n'ont pas joué. Il y a Fafa, je sais même pas pourquoi il n'est pas venu, Fafa, qui joue à l'Inter Miami. Et je pense il y a aussi un joueur qui pourrait venir peut-être potentiellement, Isidore, le gars de Sunderland, parce que lui, apparemment, il a été contacté par Haïti pour venir jouer avec eux. Il est éligible. Il a joué avec les U17 de la France. Mais si lui il peut venir comme renfort et que Fafa peut venir pour la Coupe du Monde, je pense qu'Haïti, ce sera une équipe sur le papier assez intéressante, au fait. La Croix, Delcroix, AD, bon, je connais pas tout le monde de toute façon. Mais ouais, avec des noms comme ça, pour moi, il y a quelque chose à faire. Et il va falloir chercher ça, il va falloir faire une Coupe du Monde incroyable. Et avec la situation au pays, pour moi, ça, c'est des choses qui vont vraiment un tout petit peu amener un peu plus de joie. On a vu avec la qualification de la RDC tout ce qui s'est passé. Vous avez vu tout ce qui s'est passé avec la qualification de la RDC pour le barrage intercontinental, les gars. La rue, partout, les gens qui sont sortis, les gens qui couraient sans destination, c'est pas juste là-bas. Ici, c'était pareil en 2022. Les gens sortaient, couraient, tout le monde te disait on va aller au Sénégal. On est au Sénégal. Les gens couraient pour aller au Sénégal. Donc les gens couraient sans objectif. Ça se rencontrait, ça se croisait un peu quelque part, ça criait, ça hurlait. Tu regardais quelqu'un, il te regarde et il crie, tu sais pas pourquoi, il sait pas pourquoi. C'est beau, en fait. C'est beau. Donc, rien que pour ces émotions-là, les gars, rien que pour ces émotions-là, ça en vaut la peine, en fait. Même si les équipes-là qui sont barragistes-là ne se qualifient pas, le fait de célébrer autant après, par exemple, j'ai vu les célébrations de l'Écosse. J'ai vu les aéroports un peu partout, Dublin, beaucoup d'équipes. En fait, non, c'était juste fou, vous faites ces images-là. Si je pouvais tout mettre ici, vous montrer, les gars. Non, c'est fou. Et sinon, je parlais de ça tout à l'heure. Je vous disais que les playoffs en zone Afrique, c'était fou. Mais j'ai pas kiffé tous les matchs. Le match entre le Cameroun et la RDC, c'était pas trop ça, le premier match. Le Cameroun n'a pas proposé grand-chose. Heureusement qu'il y a ce but de Chancel Memba dans les dernières minutes, ce but sur corner, je pense. Et pourtant, le match qui m'a un peu fait kiffer avant ça, c'était vraiment Gabon-Nigeria. J'ai vraiment kiffé Gabon-Nigeria. C'était un match incroyable avec Osimhen, les gars. Il peut te rater 2 face à face, mais après, il va en mettre 2 ou 3. Il était incroyable. Mais pour la grande finale, je pense personnellement qu'après la sortie de Osimhen, c'était devenu un tout autre match. En première mi-temps, les 20-30 premières minutes, tu as vraiment le Nigeria qui était dans son match. Mais après, la fin de la première mi-temps, déjà, c'était pas trop ça. Après, tu as Osimhen qui sort à la mi-temps. Je pensais qu'il était blessé au début. Après, on me dit que ouais, il n'était pas blessé. C'était un souci de comportement. Je sais même pas c'était quoi la raison en vrai. Mais après la sortie d'Osimhen, c'était pas le même match. Parce que quand tu cherches constamment un joueur avec ton 4-4-2, quand tu cherches forcément ce joueur-là de la tête un peu partout, tu le cherches en profondeur aussi, et que tu le sors alors que c'est ton meilleur atout, bah, c'est plus le même match et c'était plus le même match. Et la RDC a un tout petit peu déroulé, je vais pas dire qu'ils ont déroulé un tout petit peu parce que très sérieusement c'était un match difficile à regarder en deuxième mi-temps, mais le plus important c'était de se qualifier. Et je vous ai expliqué l'histoire de Fayoulou, Mpassi qui demande à Desabre de mettre Fayoulou qui est venu à la 120e et les tirs au but, les gars. Chancel Memba qui marque le dernier tir au but, qui a marqué aussi face au Cameroun. C'est vraiment incroyable parce que c'est le capitaine, symbole d'une équipe d'RDC qui ne lâche rien. Déjà face à nous, au stade des Martyrs, le fait que la RDC ait pu mettre 2 buts déjà avec ce but-là de Bakambu, si vous vous rappelez, incroyable. Et après, on est revenu, heureusement. Mais en fait, avec ça et tout ce qui s'est passé dans ces playoffs-là, je me dis que c'est une équipe qui va nous créer peut-être quelques problèmes à la CAN parce que nous sommes dans le même groupe à la CAN et ça promet. Et j'ai bien aimé l'ambiance, hein. Les stades au Maroc déjà, top. C'était vraiment des billards. Il pleuvait beaucoup, c'est la saison apparemment, mais c'était des billards. Et quand j'ai vu face au Nigeria, la RDC avec autant de supporters, je me suis dit, puisque la CAN c'est dans 1 mois, ça promet. Ça promet. S'il y aura tant de supporters de la RDC, ça promet vraiment. Après, bon,
Tu as le Cameroun et le Gabon qui n'ont pas pu se qualifier pour cette grande finale-là et ils sont dans le même groupe que la Côte d'Ivoire aussi à la CAN. Donc, ce sera une CAN incroyable, les gars. Maintenant, j'ai une petite question. J'ai une dernière question, on va dire, avant de terminer la vidéo, les gars. J'ai une question que je me pose. C'est une Coupe du Monde à 48 équipes. C'est une première. C'est vraiment une première. Mais c'est le niveau qui fait que moi, je me dis à quoi est-ce qu'on doit s'attendre. Il y a pas mal d'équipes qui vont assister à leur première Coupe du Monde. Des équipes qui vont assister à leur deuxième Coupe du Monde, comme Haïti. Curaçao, première Coupe du Monde. Qui aussi, je vous ai parlé tout à l'heure de la Jordanie, première Coupe du Monde. Ouzbékistan, première Coupe du Monde. Il y a des équipes qui vont revenir pour la deuxième fois. Il y a des équipes qui n'ont pas joué la Coupe du Monde depuis 2010. Des équipes qui ont raté la Coupe du Monde 2022. Bref, il y a beaucoup de premières. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'aura pas un record aussi de score fleuve? Au-delà d'avoir un record de pays qualifiés pour la première fois, est-ce qu'on n'aura pas un record de score fleuve? Je prends un petit exemple. La Coupe du Monde U17. Tu as le Maroc qui était dans le même groupe que le Japon et le Portugal. Face au Japon, ils prennent 2-0. Face au Portugal, ils prennent, je pense, 6-0. Donc, 8 buts encaissés, 0 marqués. Ils jouent après la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, vous les voyez ici, ils sont barragistes. Donc, la Nouvelle-Calédonie U17 aussi, quand la Coupe du Monde équipe A est élargie, U17 aussi, à tous les niveaux, c'est élargi. Donc, la Nouvelle-Calédonie joue contre le Maroc et ils prennent 16 buts, les gars. 16 buts. Et la différence de buts, ça joue un peu. Donc, ça a permis au Maroc d'être meilleur troisième. Et beaucoup d'autres équipes qui avaient le même nombre de points n'ont pas pu être meilleur troisième parce qu'ils n'avaient pas mis autant de buts. Donc, pour moi, ça va avantager certains. Le fait qu'on est là 48 équipes ça me fait me poser des questions par rapport au niveau. Maintenant, bon, ça ne veut pas dire que le Maroc U17, c'est pas trop ça, parce que là, après, ils ont battu les États-Unis, je pense, après au tir au but, en huitième. Après, en quart aussi, ils ont battu le Mali, je pense. Là, ils vont jouer les demi-finales face à qui? Face au Brésil, je pense. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément nuls, mais quand même, c'est un certain avantage d'avoir une équipe d'un certain niveau à qui tu peux mettre un certain score. Et j'ai peur qu'on assiste à ce genre de scénario-là à la Coupe du Monde. Et si c'est le cas, les gars, peut-être que le meilleur moment pour s'attendre à une excellente Coupe du Monde, ce sera peut-être vers les quarts de finale. Voilà, en fait. Parce que je me dis, si c'est ça, les huitièmes de finale, les matchs de poule, en fait, il y aura peut-être 2, 3, 4 matchs incroyables, mais pour le reste, ce sera peut-être compliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais laissez-moi vos avis, les gars. Je voulais juste parler de ces phases de qualification-là, voilà, en fait, de comment ça se passe un peu partout. Et laissez vos avis, laissez un like, s'il vous plaît, les gars. Ça fait plaisir pour le référencement. N'oubliez pas de vous abonner. On se revoit pour la prochaine vidéo. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.